Mon frère a souri d'un air suffisant en disant que j'étais financièrement irresponsable alors qu'il me devait 33 422 $. Ensuite, il a dit que je devrais lui donner mon appartement en guise de paiement pour m'avoir appris des choses sur l'argent. J'ai grandi tout seul, pas grâce à toi. J'ai tout coupé, bloqué son numéro et je suis parti. Après cela, 351 emails et appels sont arrivés sans arrêt. Mon téléphone a explosé. Je m'appelle Emily Carter. J'ai 31 ans. Et au moment où mon frère s'est adossé sur mon canapé, m'a souri d'un air suffisant et m'a dit que j'étais financièrement irresponsable, j'ai honnêtement cru qu'il plaisantait. Ce n'était pas le cas. Il a regardé autour de mon appartement comme s'il inspectait une scène de crime, puis il a pointé du doigt ma table à manger, mon canapé, ma deuxième chambre, ma machine à café, et enfin moi, comme si j'étais le problème dans la pièce au lieu de l'homme qui me devait 33 422 $. Ensuite, il a prononcé la phrase que j'entends encore dans ma tête quand mon téléphone vibre tard la nuit. Tu devrais me donner cet appartement en guise de paiement pour t'avoir appris des choses sur l'argent. Il a dit que je vivais comme quelqu'un obsédé par le confort. Il a dit que mes économies prouvaient que je ne savais pas comment allouer l'argent correctement. Il a dit que si j'avais été vraiment discipliné, je n'aurais jamais eu d'argent comptant disponible pour le lui prêter en premier lieu. Et puis, quand je lui ai demandé s'il était vraiment venu chez moi pour m'insulter tout en me devant autant d'argent, il a encore eu ce petit sourire terrible et a dit « J'ai grandi tout seul, pas grâce à toi. » C'était tout. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris mes clés, je suis sorti, j'ai bloqué son numéro dans l'ascenseur et je me suis assise dans ma voiture, tremblant si fort que je pouvais à peine tenir mon téléphone. Au moment où je suis rentré chez moi plus tard cette nuit-là, le blocage s'était déjà transformé en guerre. Des appels, des courriels, des numéros inconnus, des textos familiaux. Mon téléphone s'est illuminé si violemment qu'il semblait vivant dans ma main. Mais avant de vous raconter ce qu'il a dit ensuite et ce qui s'est passé après que je sois sorti et que je l'ai coupé de ma vie, dites-moi quelle heure il est chez vous et d'où vous me regardez. Je veux savoir jusqu'où cette histoire va ce soir. La partie la plus malsaine est qu'aucune de ces choses n'a commencé par une grande trahison. Cela a commencé par de petites demandes formulées avec la voix que les gens utilisent lorsqu'ils veulent votre gentillesse avant de vouloir votre argent. Je vis à Austin, au Texas. Je travaille dans les opérations de produits pour une entreprise de logiciels. J'ai construit une vie stable de la manière la plus ennuyeuse. De longues heures, pas de raccourcis glamour, des transferts automatiques vers des comptes d'épargne, des fonds indiciels, un budget minutieux et le fait de dire non aux choses que je voulais jusqu'à ce que je puisse me les offrir sans anxiété. Mon frère Ryan est plus âgé que moi de 2 ans, mais d'aussi loin que je me souvienne, il a traité ma stabilité comme une insulte personnelle. La première fois qu'il a demandé de l'argent, c'était 600 $ pour une réparation urgente des freins. Ensuite, 1200 cents pour un arriéré de loyer. Ensuite, 800 parce qu'il avait pris du retard sur une carte de crédit et jurait qu'il avait juste besoin d'un mois propre pour se remettre à flot. Ensuite, des montants plus petits, des courses, des services publics, une facture médicale, une assurance, un dépôt, un écart temporaire, toujours suivi de la même promesse. Je te paierai à la prochaine paie. Je continuais à me dire que la famille restait la famille. Je me souviens même très clairement de l'un de ces premiers transferts parce que je conduisais sur le pont de Congress Avenue au coucher du soleil, regardant le ciel s'assombrir pendant que les chauves-souris commençaient à sortir de dessous. Et j'ai réellement souri en pensant, au moins, je peux aider. Au moins, quelque chose de bien peut ressortir d'un travail aussi dur. Ce souvenir me fait me sentir stupide maintenant. Le total a continué de croître parce que Ryan avait le sens du timing. Il ne demandait jamais quand il avait l'air avide. Il demandait quand il avait l'air humilié. Il savait exactement comment faire ressentir l'aide comme de la loyauté et le refus comme de la cruauté. Ce que je n'ai pas compris au début, c'est que l'argent n'était pas la seule chose qui le dérangeait. Mon existence le dérangeait. Le fait que j'avais un endroit qu'il ne pouvait pas contrôler le dérangeait. Le fait que je puisse dire, non, je ne peux pas sortir ce mois-ci. Je maximise mes cotisations à mon compte épargne retraite Ross et je le pense vraiment, le dérangeait. Une nuit, des mois avant la confrontation dans l'appartement, j'ai fait l'erreur de mentionner au dîner que j'avais enfin dépassé 50 000 en économie liquide. Je ne me vantais pas. Mon père m'avait demandé si je gardais toujours un fonds d'urgence, et j'avais répondu honnêtement. Ryan m'a regardé, a souri sans chaleur et a dit, ce n'est pas impressionnant, Emily.
Cela signifie juste que tu accumules de l'argent liquide parce que tu as trop peur de faire travailler ton argent. Tout le monde a ri maladroitement. J'ai ri aussi, parce que c'est ce que font les femmes et les familles quand un homme les insulte sur un ton assez léger pour être nié plus tard. Mais c'était la première fois que je le voyais clairement. Pas du stress, pas de l'embarras, pas même de la simple envie, mais du mépris. Il détestait que je sois devenu la personne fiable. Il détestait encore plus que je sois devenu fiable sans lui. Au moment où il est venu dans mon appartement pour ce qu'il appelait une conversation sérieuse, les prêts s'étaient étalés sur 9 mois et avaient dépassé 33 000 $. Il est entré sans aucune excuse, sans aucun plan de remboursement et sans aucune honte. Il s'est tenu dans ma cuisine et m'a fait la morale sur le fait qu'une personne vraiment disciplinée investirait chaque dollar supplémentaire au lieu de garder un fonds d'urgence. Il a qualifié mon appartement de 2 chambres de preuve de vanité. Il a dit que mon loyer était un symptôme. Il a dit que mon RAV4 de 5 ans était du confort performatif. Il a ouvert mon réfrigérateur, a regardé les courses que j'avais achetées avec mon propre salaire et a dit « Tu vis comme quelqu'un qui essaie d'être riche au lieu de quelqu'un qui essaie d'être en sécurité. » Ensuite, il s'est assis comme un thérapeute sur le point de me sauver la vie et a dit que la dette entre nous n'était pas une vraie dette parce que ce que j'avais réellement fait, c'était acheter un sentiment de supériorité. Tu as pu te sentir plus intelligente que moi chaque fois que tu as envoyé de l'argent. Il a dit « Maintenant, je corrige cela. Tu devrais déménager dans mon appartement d'une chambre. Je vais prendre cet endroit. Tu me dois cela pour la leçon. » Quand je lui ai dit de sortir, il a souri d'un air suffisant et a dit « J'ai grandi tout seul, pas grâce à toi. » Comme si l'argent que je lui avais remis pendant des mois s'était d'une manière ou d'une autre effacé de lui-même parce que son ego avait besoin d'une histoire. Je l'ai bloqué cette nuit-là, puis je suis resté au milieu de mon propre salon, regardant les murs que j'avais payés et me demandant pendant une horrible seconde si j'étais vraiment égoïste de vouloir que ma maison reste la mienne. Cette seconde est passée. Le cauchemar, non. Les 48 heures suivantes m'ont donné l'impression d'être poursuivi à travers des appareils électroniques. Ryan ne m'a pas seulement appelé depuis son propre numéro. Il a utilisé des téléphones de travail, des applications de messagerie gratuites, des numéros aléatoires de la région d'Austin, d'anciens comptes de messagerie, de fausses adresses Gmail avec des mots comme famille inquiète et vérité financière dans l'identifiant. À la fin du 3e jour, j'ai compté 351 appels et courriels. Certains étaient furieux. Certains étaient d'un calme fin. Certains étaient manipulateurs de cette manière presque clinique que les gens utilisent lorsqu'ils veulent paraître raisonnables tout en essayant de briser votre réalité. Tu as une réaction disproportionnée face à une intervention affectueuse. S'il te plaît, laisse la famille t'aider. Tu attaches trop d'identité à l'immobilier. C'est à cela que ressemble l'obsession malsaine lorsqu'elle parle. Le pire message disait, quand une personne confond la propriété avec la sécurité, elle devient dangereuse. J'ai arrêté de dormir correctement parce que chaque notification ressemblait à une main sur mon épaule dans une pièce sombre. J'ai désactivé les aperçus. Ensuite, j'ai désactivé les sons. Ensuite, j'ai retourné tout le téléphone face vers le bas et j'ai quand même continué à le vérifier toutes les 5 minutes comme si mon corps avait été rééduqué par la peur. Ryan est aussi devenu créatif. Il a envoyé des fleurs à mon bureau avec une carte disant « Pour Emily », en espérant qu'elle trouve la paix en dehors du matérialisme. Il a usurpé une adresse électronique qui ressemblait suffisamment aux ressources humaines pour me nouer l'estomac avant de l'ouvrir. Il a envoyé un panier cadeau avec de la tisane, un carnet de budget et un article imprimé intitulé « Briser le cycle de la dépendance à la richesse ». Mes collègues ont plaisanté en disant que j'avais un admirateur bizarre. J'ai ri pour qu'il ne pose pas de questions. Puis, ma jeune sœur Ava m'a envoyé un message privé. Il est en train de créer une discussion de groupe familial. N'y réponds pas. J'ai ouvert mes messages et j'ai vu 15 messages non lus dans un fil de discussion que Ryan avait intitulé « Bien-être financier familial ». Il y publiait de nombreux sermons comme un homme construisant une religion autour du fait de ne pas payer ses dettes. Il a dit à nos parents que j'étais devenu émotionnellement instable avec l'argent. Il a dit que je m'isolais dans un appartement trop cher en centre-ville et que je confondais les limites avec de l'égoïsme. Il a dit qu'il avait peur pour moi. Ce mot, peur, a beaucoup travaillé pour lui. Cela lui a permis de paraître bienveillant tout en racontant des mensonges. Cela lui a permis de recruter des gens avant qu'ils ne réalisent qu'ils étaient recrutés. Ava était la seule à l'avoir percé à jour immédiatement.
Elle m'a envoyé des captures d'écran de Ryan lui envoyant des messages directement, lui disant de ne pas accepter mon argent pour ses livres d'université car cela renforcerait le besoin compulsif d'Emily de contrôler les systèmes familiaux par le sauvetage financier. Ma mère a demandé si j'allais bien. Mon père a demandé si Ryan avait poussé trop loin, mais avait peut-être soulevé un point valable. Celle-là a fait plus mal que ce à quoi je m'attendais. Non pas parce que je le croyais, mais parce que j'ai réalisé à quel point il était facile pour une personne manipulatrice de faire paraître la femme qui se défend plus froide que l'homme qui l'exploite. J'ai commencé à tout documenter. Les dates, les heures, les captures d'écran, les journaux d'appel, les transcriptions des messages vocaux, le solde courant de ce qu'il me devait, les formulations qu'il répétait sans cesse. J'ai fait une feuille de calcul parce que les feuilles de calcul avaient des règles et que les règles semblaient meilleures que l'émotion. Mais même pendant que je documentais, je me détériorais. Je sursautais chaque fois que mon téléphone s'illuminait. J'ai arrêté de publier en ligne. Je quittais le travail par le garage au lieu du hall. Je m'asseyais sur mon canapé en silence la nuit, fixant la porte d'entrée de l'appartement qu'il disait que je devrais lui céder comme une étudiante payant ses frais de scolarité. Je me disais qu'il s'ennuierait. Je me disais que c'était trop fou pour continuer à escalader. C'était le dernier mensonge normal que je me suis raconté pendant un moment. Il a intensifié les choses en m'exposant publiquement. Pas avec une scène dramatique au début, mais avec quelque chose de presque pire, un document. Ryan a créé une feuille de calcul Google publique intitulée Score d'obsession pour la richesse d'Emily et a partagé le lien dans la discussion de groupe de la famille, puis avec des cousins, puis avec des amis de la famille, puis apparemment avec quiconque cliquait dessus. Il y avait des colonnes étiquetées indicateurs de dépenses excessives, comportement d'attachement et achat de statut. En dessous, il a listé des éléments tirés d'anciennes histoires Instagram et des détails aléatoires qu'il avait vus dans mon appartement au fil des ans. Starbucks 3 fois par semaine. Abonnement à une salle de sport de luxe. Loyer en centre-ville. Deuxième chambre utilisée comme bureau. Bougies importées. Voyage de week-end à Fredericksburg. Possession de véhicules inutiles. Argent dormant. Et mon préféré, autosuffisance performative. Il a même utilisé des captures d'écran de publication datant de plusieurs années. Un café sur mon balcon. Une photo de mon bureau. Oh, un selfie dans le miroir après une coupe de cheveux. Et il les a traités comme des preuves médico-légales dans un procès concernant mon caractère. J'aurais dû être embarrassé. Au lieu de cela, je suis devenu froide. Ce n'était plus seulement effrayant. C'était stratégique. Il montait un dossier pour prouver que j'étais irrationnel, instable et moralement dans l'erreur de vouloir récupérer mon argent. Puis est venu le dîner de famille. J'ai failli ne pas y aller, mais l'éviter lui aurait permis de contrôler la pièce sans ma présence. Alors, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents et je suis entré déjà fatigué. À la moitié du dîner, Ryan a fait teinter son verre comme un marié sur le point de faire un discours et a dit qu'il devait aborder un problème familial sérieux. Tout mon corps s'est tendu. Il s'est lancé dans un discours sur la distorsion de la richesse au sein des systèmes familiaux et sur la façon dont ma liquidité elle-même était une preuve de mauvaise gestion. Si Emily avait chaque dollar correctement alloué, a-t-il dit, elle ne serait pas capable de transférer nonchalamment des milliers de dollars à des proches. Le fait que j'ai pu lui prêter de l'argent prouvait que j'étais surcapitalisé et sous-discipliné. Il a dit que mon appartement était trop grand pour une personne, mon mode de vie trop soigné, mes dépenses trop imaginées. Ma mère avait l'air confuse mais pas totalement non convaincue. Mon père a froncé les sourcils de la manière dont le font les hommes lorsqu'ils sentent des absurdités, mais ne veulent pas encore les appeler des absurdités. Ryan a continué. Il a dit que la famille devait arrêter de m'encourager à me rassurer par la propriété. Il a réellement suggéré que j'avais besoin d'une responsabilisation corrective. Cette phrase a fait marmonner à Ava, « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» assez fort pour que tout le monde l'entende. Je l'ai finalement interrompu et lui ai posé une simple question. Donc, l'argent que tu m'as emprunté 9 fois différente n'est pas une vraie dette, mais mon canapé est une preuve. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, il ne s'agit pas du canapé. Il s'agit de ce que tu as besoin que le canapé signifie. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la logique était inutile ici. Il n'essayait pas de gagner un argument. Il essayait de contaminer la réalité jusqu'à ce que tout le monde soit trop fatigué pour défendre l'évidence. Après le dîner, ma mère m'a appelé en privé et, de la voix la plus douce possible,
m'a demandé si je devrais peut-être simplement laisser tomber l'argent pour empêcher la famille de se briser. J'ai dit, maman, la famille ne se brise pas parce que j'ai demandé à être remboursé. Elle se brise parce que ton fils pense que l'accès à moi est la même chose que la propriété. Le lendemain matin, j'ai engagé un avocat. J'ai envoyé une lettre de mise en demeure officielle pour la totalité des 33 422 $ avec la documentation. Ryan a répondu en envoyant un courriel à mon avocat, à mes parents et à moi-même, un manifeste de 6 pages sur la générosité coercitive, le déséquilibre de statut, et quelque chose qu'il a appelé l'intérêt caché par effet de levier moral. Je n'ai pas lu au-delà de la 2e page. J'ai déposé une plainte à la Cour des petites créances pour ce qui y correspondait, puis j'ai préparé des documents civils séparés d'injonctions d'éloignement pour tout le reste. J'avais passé des mois à essayer de le comprendre. Cela s'est terminé le jour où il a transformé ma vie en feuille de calcul pour un public. Il a pris les documents personnellement, ce qui aurait été drôle si ce n'était pas dangereux. 2 semaines après la lettre de mise en demeure, j'étais au milieu d'une présentation trimestrielle au travail, debout dans une salle de conférence en verre pleine de chefs de produits et de mon directeur. Lorsqu'une réceptionniste a envoyé un message à mon supérieur disant qu'il y avait une urgence familiale en bas. Mon cœur est tombé si vite que j'ai cru qu'il était arrivé quelque chose à Ava. Quand je suis descendu dans le hall, Ryan se tenait là dans une chemise à col, tenant un dossier et affichant la même expression d'inquiétude qu'il utilisait chaque fois qu'il voulait paraître raisonnable en public. Il n'a même pas baissé la voix. « Emily, a-t-il dit, ton équipe mérite de savoir que tu es soumise à une grave tension financière et émotionnelle. » Mon supérieur s'est interposé entre nous avant que je ne puisse dire quoi que ce soit. Ryan a immédiatement tendu la main et a dit, « Je suis son frère. J'essaie de la soutenir à travers une crise. Elle est devenue obsédée par l'argent et le logement d'une manière qui affecte son jugement. Je n'ai jamais ressenti l'humiliation me frapper de manière aussi physique. Mes oreilles sont devenues chaudes. Mes mains sont devenues froides. Je voulais crier, mais au lieu de cela, je me suis entendu dire très clairement, tu dois partir avant que la sécurité ne te jette dehors. » Il a souri comme si je prouvais son point de vue. La sécurité l'a effectivement expulsé. Ensuite, j'ai dû monter à l'étage et expliquer aux ressources humaines que mon frère me harcelait parce que je lui avais demandé de rembourser des dizaines de milliers de dollars qu'il avait empruntés. Mon supérieur m'a cru. Les ressources humaines ont documenté l'incident. Mais la croyance n'efface pas la honte une fois qu'elle s'est produite sous une lumière fluorescente. Ce n'était que le début. Il a envoyé par la poste un budget de redressement imprimé à mon bureau, avec des notes adhésives sur les pages et des lignes surlignées où je pouvais réduire mes dépenses pour réduire l'attachement. Il a envoyé un message LinkedIn à mon responsable disant qu'il craignait que l'instabilité privée d'Emily ne devienne un problème de performance pour l'équipe. Il a déposé du café de marque de supermarché à la réception avec un mot qui disait « une option moins chère jusqu'à ce qu'elle apprenne ». Une semaine plus tard, il s'en est pris directement à mon appartement. Le concierge de mon immeuble m'a appelé car un homme prétendant être mon frère était venu demander si le bail pouvait être transféré dans le cadre d'un plan de réhabilitation financière familiale. Il est parti quand ils ont refusé, mais non sans avoir essayé de dire que j'étais dans le déni et que la famille pourrait avoir besoin d'intervenir. J'ai extrait les images de la caméra de sécurité ce soir-là. Le regarder dans le hall de mon immeuble, faisant des gestes vers les ascenseurs comme s'il était à sa place, a endurci quelque chose en moi de façon permanente. Ma maison n'était plus abstraite. C'était l'endroit qu'il voulait parce que cela représentait une vie qu'il n'avait pas construite et qu'il pensait pouvoir confisquer moralement. Le pire incident s'est produit 3 jours avant la première date d'audience au tribunal. Je suis rentré du travail et j'ai trouvé une feuille plastifiée soigneusement scotchée à côté de la porte de mon appartement. Elle était intitulée « Plan de correction de 6 mois pour Emily Carter ». Elle comprenait des éléments tels que « éliminer le café de luxe », remplacer le véhicule par le covoiturage, renoncer à l'unité surdimensionnée et réaffectation temporaire de la propriété à Ryan à des fins de responsabilisation. Des voisins l'avaient clairement vu. Une femme plus âgée au bout du couloir a demandé si tout allait bien. J'ai souri et répondu oui, pendant que quelque chose d'acide montait dans ma gorge. Cette nuit-là, j'ai pleuré pour la première fois. Non pas parce qu'il m'effrayait, bien qu'il l'ait fait. Et même pas parce qu'il m'avait humilié, bien qu'il l'ait fait, mais parce que j'ai réalisé à quel point il faut de l'énergie pour protéger la réalité quand quelqu'un essaie activement de la réécrire autour de vous. J'ai retiré la feuille, je l'ai scannée, je l'ai ajoutée au dossier de preuve et je me suis assise au comptoir de ma cuisine jusqu'à 2 heures du matin, préparant une chronologie pour mon avocat.
Si Ryan voulait du papier, j'allais l'enterrer sous de meilleurs papiers. La première audience concernait la dette. La seconde, programmée plus tard, traiterait du harcèlement. Ryan a traité le tribunal comme une scène. Le matin de la première audience, Ava m'a envoyé des captures d'écran d'un tout nouveau compte TikTok qu'il avait créé la nuit précédente, appelé @monitrousryan. Il filmait depuis sa voiture dans un costume qu'il avait clairement acheté pour l'occasion, parlant à la caméra des systèmes familiaux corrompus par la hiérarchie de l'argent. Il a dit qu'il était sur le point d'exposer comment des proches utilisaient la générosité comme une arme pour dominer des personnes moins privilégiées financièrement qu'elles-mêmes. Il m'a qualifié d'étude de cas de panique face au luxe. Au moment où nous sommes entrés dans la salle d'audience, il avait déjà publié 3 vidéos et un selfie sous-titré « Parfois, il faut affronter un système qui protège la propriété avant les personnes ». J'ai failli rire d'incrédulité. Puis le juge est entré et soudain ce n'était plus drôle du tout. Ryan a essayé de paraître raffiné. Il a admis que les transferts avaient eu lieu, mais a affirmé qu'il s'agissait d'un soutien relationnel, et non d'une dette exécutoire, parce qu'il y avait eu une réciprocité émotionnelle implicite. Mon avocat a remis des mois de textos où il promettait explicitement des dates de remboursement, des calendriers partiels et des remerciements pour le prêt. Le juge a demandé à Ryan s'il contestait avoir emprunté l'argent. Il a dit non. Le juge a demandé s'il l'avait remboursé. Il a répondu, pas en termes conventionnels. La pièce est restée figée pendant une demi-seconde. Il s'est lancé dans un discours sur la façon dont j'avais reçu des avantages intangibles, un statut moral, l'admiration de la famille, le renforcement de l'image de soi. Le juge l'a interrompu et a demandé platement, l'avez-vous remboursé en dollars américains? Ryan a répondu, ce cadrage ignore la vue d'ensemble. Le juge l'a de nouveau interrompu. J'ai obtenu le jugement, pas pour la totalité du montant en raison des limites du tribunal impliqué, mais suffisamment pour établir ce qui importait le plus. Il me devait de l'argent réel, pas des absurdités philosophiques. Ryan est sorti de la salle d'audience en souriant de cette façon mince et étrange qui m'a fait comprendre qu'il pensait toujours que la performance publique pourrait le sauver des conséquences. Il a dit fort dans le couloir, devant des personnes qui écoutaient, c'est à cela que ressemble l'addiction quand elle se cache derrière de la paperasse. Mon avocat s'est tourné vers moi et a dit, bien. Laissez-le continuer à parler. Il a continué à parler. Trop. Il a violé les conditions de protection temporaire en l'espace de 10 jours en publiant le nom de mon immeuble en ligne, en laissant des enveloppes sous les portes de mes voisins qui disaient « S'il vous plaît, soutenez le rétablissement d'Emily en ne renforçant pas les dépenses de statut. » Et en m'envoyant un cahier d'exercice intitulé « Exercice de détachement de la maison ». L'audience civile de protection s'est beaucoup plus mal passée pour lui. À ce moment-là, nous avions le dossier complet. Les journaux d'appel, le faux courriel des ressources humaines, les images du hall de mon bureau, les notes du concierge de mon immeuble, les caméras de sonnette, le plan de correction plastifié, les captures d'écran de la famille, les déclarations de témoins d'Ava et ses propres publications. Le juge a regardé une compilation de quelques clips de messages vocaux où Ryan utilisait des mots comme intervention, réaffectation et tu ne mérites pas de te cacher derrière cet appartement. Puis le juge lui a demandé pourquoi il pensait avoir le moindre droit sur ma maison. Ryan a, de manière incroyable, répondu, parce que quelqu'un devait l'arrêter avant que sa relation à l'argent ne se calcifie. Même son propre avocat avait l'air fatigué. Le tribunal a accordé l'ordonnance de harcèlement civil. Il lui était interdit de me contacter directement, indirectement, numériquement, par le biais de tiers, et de s'approcher de mon lieu de travail ou de ma résidence. Il a reçu l'ordre de supprimer les publications me nommant et il lui a été interdit de publier à nouveau des détails personnels me concernant. Cela aurait dû être la fin. Ce ne le fut pas. 2 semaines plus tard, son employeur l'a découvert. Pas parce que je les avais appelés en premier, bien que mon avocat y ait pensé, mais parce que Ryan avait utilisé les heures de travail et l'équipement de l'entreprise pour imprimer des dossiers pour sa campagne de responsabilisation financière. Et parce que l'un de ses directeurs a trouvé le compte TikTok où il filmait des vidéos avec les polos de l'uniforme depuis la réserve. Ensuite, un blog local a récupéré les dossiers du tribunal et a résumé l'affaire en un paragraphe humiliant. Un homme d'Austin perd une affaire de dette après avoir soutenu que l'appartement de sa sœur prouvait qu'elle lui devait une compensation morale. Cela s'est répandu plus loin qu'il ne l'espérait. Les amis à qui il avait emprunté de l'argent ont cessé de répondre. Une femme qu'il fréquentait a rompu avec lui après avoir vu l'ordonnance de harcèlement.
Une autre entreprise de vente au détail a annulé un entretien lorsque l'ordonnance civile est apparue lors d'une vérification des antécédents. La saisie sur salaire a commencé pour le jugement de la dette. L'affaire civile l'a forcé à accepter un plan de règlement qu'il ne pouvait pas respecter. Et il a fini par vendre son camion pour couvrir les frais et les coûts du tribunal. L'homme qui avait souri de manière narquoise face à mon luxe faisait soudainement du covoiturage pour retourner dans sa maison d'enfance à Houston parce qu'il n'avait plus les moyens de rester seul à Austin. Mes parents, qui avaient passé trop de temps à essayer de rester neutres, ont finalement arrêté. Mon père m'a appelé et m'a dit « J'aurais dû te croire la première fois ». Ma mère a pleuré et s'est excusée de m'avoir demandé de laisser tomber l'argent. Ava, qui n'avait jamais vacillé, m'a envoyé une photo un week-end depuis le garage de mes parents, montrant les cartons de Ryan empilés à côté de vieilles décorations de Noël et d'un tapis de course, avec la légende « Devinez le plan d'appartement de qui a fonctionné ». Je sais que les histoires de vengeance sont censées se terminer par un grand discours, mais honnêtement, cette photo a fait plus pour moi que n'importe quel discours n'aurait pu le faire. Les gens demandent toujours si gagner faisait du bien. La vérité, c'est que oui, mais pas de la manière propre et triomphante que les gens imaginent lorsqu'ils entendent une histoire de vengeance. Cela ne ressemblait pas à des feux d'artifice. Cela ne ressemblait pas à un discours final dramatique où je me tenais plus grande, souriais plus froidement et m'éloignais intouchable. C'était plus silencieux que ça, plus lourd, plus privé. Cela ressemblait à la première respiration complète que je prenais depuis des mois. Quand le tribunal a finalement appelé sa dette ce qu'elle était, une dette. Cela m'a fait du bien quand l'ordonnance pour harcèlement a été accordée et qu'un juge, dans un langage juridique clair, a confirmé que ce que Ryan faisait n'était pas de l'inquiétude, ni de l'implication familiale, ni de l'amour mal orienté, mais de l'intimidation, de l'obsession et de l'ingérence. Cela m'a fait du bien quand le concierge de mon immeuble a arrêté de me jeter des regards inquiets parce qu'il n'y avait plus de visites surprises, plus d'enveloppes, plus de tentatives bizarres de réaffecter mon appartement comme si j'étais une enfant instable qui s'était égarée dans la mauvaise vie. Cela m'a fait du bien quand mon téléphone a arrêté d'exploser toutes les nuits. Cela m'a fait du bien quand le silence est revenu. Mais le soulagement n'est pas la même chose que la joie. C'est la partie pour laquelle personne ne m'avait préparé. Au moment où Ryan a finalement commencé à faire face à de vraies conséquences, j'étais déjà épuisé d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'argent. Mon système nerveux était détruit. Je vérifiais les numéros inconnus comme si c'était des fils sous tension. Je sursautais quand l'ascenseur s'ouvrait à mon étage. Je rentrais chez moi, je verrouillais la porte, puis je la déverrouillais juste pour m'assurer qu'elle avait vraiment été verrouillée la première fois. Certaines nuits, je me tenais au milieu de mon salon, le même appartement qu'il disait que je devrais lui remettre comme paiement pour m'avoir appris la gestion de l'argent. Et je devais me rappeler que l'espace était le mien, que le bail était le mien, que les meubles étaient les miens, que le silence était le mien, et que personne ne viendrait me confisquer moralement tout cela. Cela semble dramatique, peut-être. À moins que vous n'ayez vécu une manipulation à long terme, auquel cas vous savez exactement ce que je veux dire. Les pires dommages ne sont pas toujours ce que l'autre personne prend. Parfois, c'est ce qu'ils font à votre sentiment de sécurité pendant qu'ils essaient de le prendre. La chute de Ryan ne s'est pas produite en un seul effondrement cinématographique. Elle s'est produite dans une longue série d'humiliations qu'il a absolument méritées. La saisie sur salaire a commencé. Puis la décision civile sur le harcèlement a suivi. Ensuite, les publications ont été retirées parce que le tribunal l'a obligé à les retirer. Puis les problèmes liés à son travail ont empiré. Son supérieur était déjà mal à l'aise quant au temps qu'il passait sur ces absurdités d'intervention financière. Mais une fois que les dossiers judiciaires ont commencé à circuler et que les vidéos de son compte TikTok ont été reliées à lui, c'était pratiquement fini. Il a perdu son poste. Un entretien qu'il avait prévu avec une autre entreprise a discrètement disparu après une vérification de ses antécédents. Une femme qu'il fréquentait a mis fin à leur relation après avoir découvert qu'il avait poussé sa propre sœur au bord de l'effondrement psychologique tout en insistant sur le fait qu'il l'aidait. Ses amis ont cessé de le rappeler. Même les gens qui le trouvaient autrefois charmant sont soudainement devenus très indisponibles lorsqu'ils ont réalisé jusqu'où il était prêt à aller pour éviter de prendre ses responsabilités. Il s'avère qu'un homme ne peut se dire incompris qu'un certain temps avant que tout son entourage ne se rende compte qu'il est en fait tout simplement destructeur. La partie la plus satisfaisante, pour être honnête, n'était même pas l'argent. C'était de regarder l'histoire que Ryan avait construite sur lui-même s'effondrer sous le poids des faits. Pendant des mois, il avait essayé de se faire passer pour le frère sage, le diseur de vérité,
celui qui était assez courageux pour affronter mon problème. Il avait parlé de ce ton calme et condescendant que les personnes manipulatrices utilisent lorsqu'elles veulent paraître éclairées tout en se comportant comme une menace. Il voulait que les gens le voient comme quelqu'un de moralement sérieux. Il voulait que je paraisse superficiel, instable et égoïste. Au lieu de cela, la version finale de l'histoire qui a survécu était la vraie. Un homme a emprunté 33 422 $ à sa sœur, a refusé de les rembourser, a essayé de l'humilier publiquement, l'a harcelé au travail et à la maison, et s'est convaincu que sa stabilité prouvait qu'elle lui devait davantage. Une fois que c'est devenu la version que les autres voyaient, il ne lui restait plus rien derrière quoi se cacher. Aucun vocabulaire ne pouvait le sauver. Aucune fausse inquiétude ne pouvait adoucir les choses. Aucune rhétorique familiale ne pouvait couvrir ce qu'il avait fait. Quand Ryan est retourné vivre chez nos parents à Houston, ce n'était pas temporaire dans le sens fier et transitoire dont certaines personnes parlent quand elles se remettent sur pied. C'était humiliant, et il le savait. Il a vendu son camion parce qu'il avait besoin d'argent liquide. Il a emballé ce qui restait de son appartement et l'a ramené à la maison dans des cartons qui semblaient plus petits qu'il n'aurait dû. Ava m'a envoyé une photo depuis le garage un après-midi. Des boîtes en carton empilées à côté de vieilles décorations, un ventilateur de sol cassé et un bac en plastique étiqueté et trucs pour les impôts avec l'écriture de ma mère. Sa légende était, donc, je suppose qu'il a finalement fini par réduire son espace de vie. J'ai tellement ri que j'en ai presque pleuré. Peut-être que cela fait de moi quelqu'un de méchant. Je m'en moque. Pas après tout ça. Pas après des mois à être traité comme si mes limites étaient une sorte de trouble émotionnel. Pas après avoir été culpabilisé pour le simple fait de posséder une maison que j'ai payée et de vouloir récupérer mon argent. Le voir réduit exactement au genre de dépendance qu'il avait essayé de m'imposer ressemblait moins à de la cruauté et plus à la gravité faisant enfin son œuvre. Mes parents ont changé aussi, bien que plus lentement et avec plus de culpabilité. Mon père s'est excusé de cette manière raide et inconfortable dont les hommes de sa génération le font quand ils comprennent enfin qu'ils ont échoué, mais qu'ils ne savent pas trop comment vivre avec cette honte. Il a admis qu'il avait continué à attendre que Ryan retrouve la raison, comme si la raison était simplement sortie faire une promenade et allait bientôt revenir. Ma mère a pleuré plus d'une fois et m'a dit qu'elle n'aurait jamais dû me demander de laisser tomber l'argent juste pour garder la paix. Cette expression, garder la paix, semble si inoffensive jusqu'à ce que vous réalisiez qu'elle signifie généralement continuer à absorber le mal en silence pour que personne d'autre n'ait à se sentir mal à l'aise. Je leur ai dit à tous les deux la même chose. Une paix construite sur le silence d'une personne n'est pas la paix. C'est de la soumission. Et j'ai fini d'en fournir. J'ai commencé une thérapie non pas parce que je doutais de ce qui s'était passé, mais parce que je voulais arrêter de le porter comme une deuxième colonne vertébrale. Mon thérapeute m'a dit quelque chose qui a eu un tel impact que je l'ai noté. La manipulation prolongée entraîne le corps avant que l'esprit ne puisse rattraper son retard. Cela expliquait tant de choses. Pourquoi je tressaillais encore? Pourquoi je répétais encore des conversations dans ma tête bien après que je n'eus plus besoin de me défendre? Pourquoi je ressentais encore une vague de panique lorsqu'un numéro inconnu clignotait sur mon écran? Même si l'ordonnance légale était en place et que Ryan était à plusieurs états de distance, la thérapie m'a aidé à comprendre que se remettre d'une trahison ne consiste pas seulement à prouver que l'on avait raison. Il s'agit d'enseigner à votre corps que le danger est réellement passé. Lentement, mon appartement a commencé à me sembler mien à nouveau, au-delà de la simple paperasse. J'ai acheté une nouvelle chaise de bureau pour la pièce. J'ai remplacé la lampe que Ryan avait autrefois moquée comme étant un éclairage de statue. J'ai recommencé à inviter Ava. Nous nous asseyons sur le balcon avec du vin et des plats à emporter, regardant les lumières du centre-ville, et pour la première fois depuis des mois, j'ai arrêté d'expliquer l'espace dans ma propre tête. J'ai arrêté de défendre mentalement le loyer, la deuxième chambre, la machine à café, les bougies, l'abonnement à la salle de sport, le silence. J'ai arrêté de traiter ma propre vie comme une preuve dans un procès. Ryan a fini par demander à me voir. J'ai dit non les 3 premières fois. La 4e fois, des mois plus tard, j'ai accepté un déjeuner dans un lieu public parce que mes parents n'arrêtaient pas d'insister sur le fait qu'ils voulaient s'excuser correctement, et parce que je voulais avoir la chance de lui dire une chose en face sans interruption. Il avait l'air différent, pas brisé exactement, mais vidé. Comme si l'arrogance avait été structurelle, et une fois qu'elle s'est effondrée, le reste de lui ne savait plus comment se tenir debout de la même manière. Il s'est excusé, pas parfaitement, pas poétiquement,
mais plus honnêtement que ce à quoi je m'attendais. Il a dit que chaque fois que je l'aidais, il se sentait plus petit, et au lieu de faire face à cela, il a réécrit l'histoire jusqu'à ce que mon aide devienne une forme d'agression et sa dépendance une clairvoyance morale. Il a admis que lorsque j'ai finalement dit non, cela ne l'a pas seulement effrayé financièrement. Cela a brisé la version de lui-même où il pouvait encore croire que j'existais en partie pour le secourir. Cela importait. Pas parce que cela réparait quoi que ce soit, mais parce que cela nommait la vérité. Ensuite, je lui ai dit la mienne. Il a pleuré après ça. Moi non. J'avais déjà fait mes pleurs quand il y avait des feuilles plastifiées sur ma porte et de fausses inquiétudes dans ma boîte de réception. À ce moment-là, j'étais trop lucide pour pleurer. Alors, où en sont les choses maintenant? Il paie toujours ce qu'il doit grâce à la saisie sur salaire et à un arrangement séparé, bien qu'il faudra des années avant que la totalité du montant ne soit effacée. Je maintiens le contact au minimum. Je ne réponds pas aux appels surprises. Je ne discute de mon salaire, de mon loyer, de mes économies ou de mes achats avec personne dans la famille. Je ne justifie pas mes limites. Je ne donne pas d'explications excessives. Ryan n'a plus droit à l'intimité de ma confusion. Cette version de l'accès a disparu pour de bon. Nous ne sommes pas revenus à la normale. Et je n'ai aucun intérêt à faire semblant que nous le sommes. Parfois, les gens entendent cela et disent que c'est triste. Peut-être que ça l'est. Mais être triste n'est pas le pire des résultats. La trahison de soi est pire. Et la vérité est que la véritable punition de Ryan était plus grande que de perdre de l'argent, plus grande que de retourner vivre chez ses parents, plus grande que de perdre un emploi, un camion ou une petite amie. Sa véritable punition était l'exposition. Tout le monde l'a vu clairement à la fin. Le masque du grand frère charmant et attentionné a disparu. Le langage philosophique a disparu. La fausse inquiétude a disparu. Il doit vivre avec le fait que l'histoire qui a survécu à toute sa manipulation est la plus simple. Il a essayé de faire honte à sa sœur pour qu'elle abandonne ce sur quoi il n'avait aucun droit. Et quand elle a refusé, il a détruit sa propre vie en essayant de la faire passer pour instable. Cette vérité le suit maintenant. C'est mérité. Que ai-je appris? Que la gentillesse sans limite devient une invitation entre de mauvaises mains. Qu'être la personne stable dans une famille signifie souvent que les gens portent tranquillement volontaire votre paix, votre argent, votre temps et votre travail émotionnel comme une propriété commune. Que certaines personnes ne détestent pas votre succès parce qu'il leur nuit. Elles le détestent parce qu'il prouve que vous pouvez survivre sans demander leur permission. Et par-dessus tout, j'ai appris que parfois, couper les ponts avec quelqu'un n'est pas un acte de cruauté. Parfois, c'est le premier acte d'amour sérieux que vous vous êtes témoigné depuis des années. Je pensais qu'être une bonne sœur signifiait rester disponible, rester douce, rester compréhensive bien au-delà de la raison. Maintenant, je pense qu'être bonne signifie être claire. Claire sur ce qui s'est passé. Claire sur ce qui m'appartient. Claire sur ce que je ne porterai plus jamais pour quelqu'un d'autre. Alors, si vous avez déjà eu à choisir entre être apprécié et être libre, entre maintenir le confort de la famille et préserver votre santé mentale, entre répondre à un appel manipulateur de plus et laisser enfin le silence faire son travail. Je veux savoir, avez-vous déjà eu à couper les ponts avec quelqu'un que vous aimiez parce que l'argent et le contrôle se sont emmêlés? Et quand vous avez finalement dit non, votre vie est-elle devenue plus calme ou est-elle enfin devenue honnête? Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.